Bonjour à tous, on accueille des participants, déjà au nombre d'une petite dizaine. Nous allons attendre que tout le monde se connecte avant de lancer la masterclass French Tech Central. Bonjour à tous les nouveaux arrivants. Je me répète, mais nous allons attendre encore quelques minutes du coup que tout le monde se connecte avant de lancer la masterclass. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte et on lancera la masterclass normalisation et propriété intellectuelle, les leviers pour faciliter l'accès au marché et pour se consulter a posteriori. C'est à peu près tout pour moi. Je vous passe du coup la parole. Merci Solène. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, merci à French Tech Central Aix-Marseille de nous donner l'opportunité de cette prise de parole avec l'IMPI. Juste un petit mot pour dire que la French Tech Central Aix-Marseille a été la première véritablement à faire la connexion entre l'IMPI et l'AFNOR et à nous demander d'avoir une présentation à 2 voix sous l'angle expliquez-nous concrètement en quoi l'API et la normalisation peuvent renforcer une stratégie de développement d'une entreprise innovante. Donc, c'est sur cette voie qu'on a travaillé, ce qui va vous être présenté avec Eric Catapano essentiellement. Et puis, comme tu l'as dit, Solène, nous aurons Jérôme Joussan qui viendra confirmer ou infirmer par ce qu'il a vécu ce que nous aurons pu essayer de vous exposer. Je vous propose donc de démarrer. Tout d'abord, donc, on parle d'une présentation à 2 voix IMPI-AFNOR. On va peut-être dire 2 mots sur qui est l'IMPI et qui est l'AFNOR. Donc, Eric, je te laisse nous présenter l'IMPI. Oui, je te remercie Fabrice. Donc bonjour à tous et merci à la French Tech de nous accueillir, comme on dit Fabrice. Alors très rapidement, l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Donc, un organisme unique, un positionnement clair et sans équivalent, notamment sur la promotion de la propriété industrielle. On est le seul organisme à se positionner ainsi. Et on a principalement 2 missions. Alors, je ne vais pas les lister toutes. Donc, 2 missions. La première étant d'enregistrer et de délivrer les titres. Et donc, le but, c'est de permettre de protéger vos innovations, donc les capacités distinctives que vous avez dans les entreprises et qui sont à l'origine d'une valeur potentielle. Mais aussi pouvoir, avec ces titres, valoriser vos innovations, soit de manière directe sur vos marchés, soit en concédant des licences. Et tout ça pour soutenir évidemment votre compétitivité. La deuxième mission principale, c'est l'accompagnement des entreprises, enfin des acteurs de l'innovation. Et là, l'idée, c'est de pouvoir accroître vos connaissances en matière de propriété industrielle pour une meilleure utilisation des outils de la propriété intellectuelle que l'on va voir tout à l'heure. Et ça, le faire en fonction des enjeux de développement de votre entreprise et dans le but de soutenir
vos innovations. Et centralisé en région parisienne, puisque les examinateurs s'y trouvent. L'activité d'accompagnement est une activité qui se déroule en région et donc on vous accompagne en région. Tu en as terminé avec les Oui, j'ai terminé. Oui. Merci. Donc, deux mots sur l'AFNOR. Donc, on a une façon un petit peu, comment dire, marketée, communicante, qui est de dire que l'AFNOR est un acteur sur la thématique de la confiance, ou plutôt qu'on exerce une activité dans le champ des repères et des signes de confiance sur les marchés. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous les marchés, tous les secteurs d'activité, pour se développer, c'est une constante, ils ont besoin qu'il y ait des éléments partagés entre les différents acteurs positionnés sur la chaîne de valeur, qu'il y ait des sujets communs qui soient traités, voilà. Et donc, c'est la pratique utilisée par les acteurs économiques dans le monde entier, c'est de traiter ces questions, de tout ce qui touche aux interfaces entre les différentes typologies d'acteurs, de tout ce qui est règles partagées, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, de traiter ça dans ce que l'on appelle les normes. Et donc en France, l'AFNOR est l'opérateur pour accompagner les acteurs économiques dans l'élaboration de normes, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales. On y reviendra après. Et puis, si on est sur l'angle de la confiance, qui est un mot très important par rapport à l'activité d'AFNOR, une fois qu'un repère, qu'une norme définit des règles partagées, des bonnes pratiques, des éléments qu'il faut suivre, une entreprise peut en fait s'y référer, dire qu'elle exerce telle activité, qu'elle a conçu tel produit en cohérence, en alignement avec la référence d'une norme. Cette façon de faire, j'allais dire, suffit dans la majorité des cas. Il y a cependant certains secteurs ou certains contextes qui demandent un niveau de preuve de confiance supérieure. Donc, c'est là qu'arrive l'activité de certification, qui est le fait qu'un quelqu'un de neutre, qu'un tiers de confiance vienne par un processus établi attester que l'entreprise lambda est bien, comme elle le dit, conforme à la norme qui traite de tel sujet et dont la référence est ISO plus un chiffre derrière. Et donc là, AFNOR est un opérateur de certification en France, parmi d'autres. Voilà. Entre les deux, pour la petite histoire, nous sommes aussi un organisme de formation et un organisme d'accès à de l'information telle que des normes, mais pas que. Donc voilà pour ces éléments très génériques et très macro sur l'INPI, l'AFNOR. Ensuite, avant de vous expliquer un petit peu ce que l'on pourrait on a souhaité avec Eric faire passer quelques éléments un petit peu pédagogiques sur qu'est-ce qu'est la propriété intellectuelle et qu'est-ce que la normalisation. Donc, encore une fois, priorité à l'INPI. Je te laisse. Je te Eric. remercie. Très bien. Alors, qu'est-ce que la propriété intellectuelle? D'habitude, quand on est en présentiel, je vous donne la parole pour avoir une idée de comment vous percevez la propriété intellectuelle. Donc là, je vais vous proposer une définition. En fait, c'est un ensemble de règles de droit qui vont vous permettre de protéger, comme je disais, vos créations, de les louer, de les céder, de les défendre. Et ces règles de droit, on les trouve dans un livre rouge que l'on appelle le code de la propriété intellectuelle. Donc, vous savez qu'il existe le code civil, le code pénal. On a un code de la propriété intellectuelle. Et dans ce code, vous trouverez tous les outils dont je vais vous parler rapidement pour protéger vos créations. Et donc, si on regarde ce code, ce bouquin, on voit qu'il est structuré principalement en deux branches. Une première branche qui est la propriété littéraire artistique et qui concerne les œuvres de l'esprit. Et puis, la propriété industrielle qui, elle, concerne les créations utilitaires, les créations techniques, esthétiques, ainsi que les signes distinctifs. Se raccroche à cette branche le secret de fabrique, enfin le savoir-faire technique que j'évoquerai rapidement tout à l'heure. Donc, pour ce qui concerne la première branche, donc on va trouver les œuvres de l'esprit, comme je vous disais, par exemple une musique, des paroles d'une chanson ou le texte d'un roman.
ou encore le texte d'un logiciel, d'un programme, donc le code source, rentre dans cette catégorie-là et peuvent être protégés par un droit d'auteur. Pour que ça puisse être protégé par un droit d'auteur, il faut que ces créations, enfin ces œuvres de l'esprit soient originales et qui traduisent finalement ou qui reflètent l'empreinte personnelle de l'auteur. Et donc, à partir du moment où cette musique est originale, en tout cas est créée, va naître ce droit d'auteur. C'est un peu particulier. Il n'y a pas besoin d'un dépôt formel pour faire naître ce droit d'auteur. Il suffit de créer votre œuvre pour que vous puissiez prétendre à un droit d'auteur. La difficulté, c'est que face à des contrefacteurs, il va falloir prouver que vous êtes à l'origine de cette œuvre, de cette création. Et donc, il est recommandé de faire un dépôt probatoire pour attester de cette création. Et si je reprends l'exemple des musiques ou des paroles d'une chanson, vous connaissez un organisme qui va pouvoir attester de cette création, de cette œuvre, c'est la SACEM par exemple. Dans le cas des logiciels, eh bien, il y a un organisme qui existe, qui est l'Agence pour la protection des programmes, où vous pourrez effectivement déposer vos versions de logiciels. Vous pouvez aussi utiliser les ISOLO que l'on trouve à l'INPI selon la taille de votre logiciel. Cette durée de protection pour ce type de création et par le droit d'auteur, c'est 70 ans à compter du décès de l'auteur. Et donc là, c'est un droit patrimonial en général qui bénéficie aux ayants droit. Par contre, le droit moral associé à ce droit d'auteur est inaliénable et imprescriptible. À côté de ce droit d'auteur, vous avez les créations liées plutôt à l'audiovisuel, donc les producteurs de vidéogrammes ou de phonogrammes qui pourront bénéficier de ce qu'on appelle le droit voisin, les droits voisins. Et enfin, à côté de ces différents droits, il y a un droit spécifique aux producteurs de bases de données, c'est un droit sui generis pour les producteurs de bases de données. Et l'intérêt de ce droit, c'est de pouvoir protéger ces producteurs de bases de données contre le piratage d'une base de données, donc l'extraction totale ou substantielle de vos données, de votre contenu de la base de données. Et donc, ce droit pourra s'appliquer à partir du moment où le producteur de la base de données peut justifier d'un investissement qualitativement et quantitativement substantiel. Donc là, c'est à vous à pouvoir démontrer que vous avez réalisé un investissement pour la construction de votre base de données, pour la structuration, pour la maintenance de votre base de données ou pour la publication de votre base de données. Et donc, à ce titre-là, vous pourrez effectivement vous défendre contre quelqu'un qui ferait une extraction substantielle de votre base de données sans votre autorisation. À côté donc de cette branche de la propriété littéraire artistique, je vous disais, il y a la propriété industrielle. Et pour tout ce qui est création technique, puisque alors création technique, c'est ce qu'on appelle en général les inventions. Là, l'outil juridique que vous pourrez utiliser, c'est le brevet pour protéger ce type de création. Très rapidement, vous donner une définition de ce qu'on entend par invention, puisqu'on est dans le domaine technique. On considère qu'une invention, on définit une invention par une solution technique à un problème technique. Donc ça, c'est un point important. C'est une définition positive de la notion d'invention. Si vous regardez le code de la propriété intellectuelle, on ne joue pas, vous aurez plutôt une définition négative, c'est-à-dire ce que n'est pas une invention. Donc celle-ci est quand même plus pratique et plus compréhensible. Bien évidemment, pour pouvoir bénéficier d'une protection par brevet, il faut que votre invention satisfasse aux critères de brevetabilité, donc qu'on soit bien dans le domaine de l'invention et que celle-ci soit nouvelle et inventive. Et à ce titre-là, vous pouvez de 20 ans, moyennant le paiement annuel, le paiement d'annuité. Autre type de création que j'avais évoqué, c'est les créations esthétiques. Et celles-ci pourront bénéficier d'une protection par les dessins et modèles. La condition, c'est que cette création présente un effet esthétique, visuel, une impression visuelle unique, et que ce modèle soit nouveau par rapport à l'état existant.
Et à ces conditions-là, vous pourrez effectivement protéger votre objet pour ces aspects visuels par un dessin modèle. Si cet aspect visuel est dû à une propriété technique ou à une fonction technique, ce qui va être prioritaire, c'est la protection par brevet. Autrement dit, votre dessin modèle sera considéré nul si cette impression visuelle est due à une fonction technique. Donc, c'est un point particulier à retenir. Et la durée de protection pour vos dessins modèles, c'est 25 ans, sachant que vous renouvelez par période de 5 ans. Enfin, vous avez ce qu'on appelle les signes distinctifs qui vont vous permettre de différencier, de distinguer vos produits et services de ceux de vos concurrents. Et ces signes distinctifs qui peuvent être des noms, des chiffres, des dessins ou la combinaison de ces éléments-là, et maintenant des sons, vous pourrez les protéger par ce qu'on appelle le dépôt, enfin par une marque, sous réserve évidemment que ce signe soit distinctif, c'est-à-dire qu'il désigne de manière arbitraire le produit ou les services que vous allez identifier par cette marque. Donc, donner juste un exemple, vous déposez le nom de chaise pour désigner une chaise, ce n'est pas distinctif et votre marque ne sera pas valable. L'autre point important à regarder lorsque vous voulez déposer une marque, c'est la disponibilité de votre marque. Et en effet, il faudra regarder sur les bases de données existantes en matière de marque, entre autres, que votre nom ne lèse pas des droits antérieurs. Oui. Et donc, je vous disais que c'était la protection, c'était ça que je voulais dire avant de changer de slide, que la durée de protection, c'est 10 ans et vous pouvez la renouveler autant de fois que vous souhaitez. Donc, c'est quand même un outil très utile en termes de visibilité, pour véhiculer la notoriété et la qualité de votre entreprise. J'évoque très rapidement le savoir-faire. Alors, le savoir-faire, c'est l'ensemble des connaissances qui peuvent être techniques. On peut être dans le secret de fabrique, mais les connaissances aussi commerciales, financières, organisationnelles. En fait, toutes ces connaissances qui vous permettent d'avoir un avantage concurrentiel, économique. Ces éléments-là, à partir du moment où ils ne sont pas divulgués, il est utile de pouvoir les formaliser pour bien les identifier. Et la protection que vous pourrez apporter sur ces éléments-là, ça sera le secret. Et donc, il est tout à fait nécessaire de formaliser, de bien identifier ce savoir-faire pour le maîtriser à la fois vis-à-vis de l'interne, c'est-à-dire qu'avec vos salariés, il faut pouvoir les sensibiliser sur l'importance de cette information, parce que si c'est basé sur le secret, il ne faut pas que ça soit divulgué, sinon ça perd tout intérêt. Et vis-à-vis de l'externe, lorsque vous avez des partenaires, pouvoir maîtriser également ce secret, ce savoir-faire, grâce à des dépôts probatoires, là encore une fois, et éventuellement à communiquer sous accord de confidentialité. Tu peux passer. Donc, après vous avoir présenté globalement ces outils que l'on trouve dans ce code à propriété intellectuelle, eh bien là, c'est un exemple d'application de ces outils sur un objet. Donc, l'idée, c'est de voir comment peut être protégé cet outil. Et avant de faire cet exercice, ce qui est important de voir, c'est que entre la brosse à dents, puisqu'il s'agit d'une brosse à dents traditionnelle, et celle-ci, vous voyez comment les nouvelles technologies, et notamment du numérique, viennent apporter de nouvelles propriétés à un objet qui était traditionnel, et du coup rendre plus complexe celui-ci, et du coup ça oblige à utiliser toute une série d'outils pour pouvoir protéger au mieux ce type de produit complexe. Là, en l'occurrence, nous avons un objet qui est une brosse à dents électrique connectée. Et donc, cette brosse intègre des capteurs de mouvement, des gyroscopes, des accéléromètres, des magnétomètres sur plusieurs axes, avec des moyens de communication qui permettent d'identifier les zones de brossage à l'intérieur de la bouche, surveiller la régularité du brossage, alerter l'utilisateur de manière statistique si c'est un brossage régulier ou performant ou pas. Voilà, tous ces éléments-là
peuvent correspondre à des fonctionnalités techniques qui peuvent être protégées par brevet. Vous pouvez avoir aussi du savoir-faire qui va s'appliquer parce que la façon de positionner un capteur à tel endroit, il y a peut-être un positionnement un peu particulier qui n'est pas forcément décrit dans le brevet, mais que vous souhaitez garder secret, ou des paramétrages un peu particuliers. Donc tout ça, ça peut relever du secret à formaliser et à conserver, bien évidemment précieusement secret. On retrouve une marque, là en l'occurrence la marque est Colibri. Et puis cette forme un peu particulière de la brosse à dents qui est donnée de manière totalement arbitraire, vraiment dans un but esthétique, pourra être protégée par un dessin modèle. Donc ça reste relativement classique. On peut trouver ça dans la brosse à dents de base, on va dire, par les capteurs. Et puis, pour que ça puisse être optimisé, vous voyez que pour que ça puisse bien fonctionner, on a besoin de créer d'autres outils, donc des bases de données. Et là, on retombe sur l'intérêt de pouvoir protéger ces bases de données qui contiennent des tas d'informations sur les différents utilisateurs pour pouvoir optimiser le fonctionnement de la brosse à dents. Et donc là, pouvoir bénéficier d'une protection, d'un droit sui generis sur ces bases de données est tout à fait utile si celle-ci vient à être piratée par des tiers. Donc, intérêt à protéger le contenu de cette base de données. Ce système, ce dispositif, pour qu'il puisse fonctionner, a besoin aussi de logiciels, de programmes d'ordinateur. Et on l'a dit, ça relève du droit d'auteur parce qu'il y a une empreinte personnelle du développeur. Sa façon de développer peut être particulière. Et donc là, l'auteur bénéficiera d'une protection par le droit d'auteur. Ce système fonctionne aussi avec des systèmes d'alerte pour définir le début ou la fin du brossage. Et donc, cette musique-là pourra également bénéficier d'un droit d'auteur. L'interface de l'écran peut également bénéficier d'un droit d'auteur, et l'architecture de la base de données pourrait également bénéficier d'un droit d'auteur, mais ça reste relativement rare parce que la structuration des données dans une base de données, en général, c'est fait de manière méthodique. Et donc là, la façon arbitraire d'agencer les données, ou en tout cas, voilà, ça reste limité, mais ça peut exister. Merci. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est les différents outils, un exemple d'application de ces outils sur un produit, un objet complexe. Alors, vous êtes la majorité start-up, entreprise parmi nous aujourd'hui. Donc, c'est bien de connaître ces outils, mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que je vais utiliser finalement ces outils? D'autant plus que vous savez que y a un coût à la propriété industrielle. Donc, l'idée, c'est de vous montrer qu'il faut percevoir plutôt cette propriété industrielle plus comme un investissement qu'un coût. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que la propriété industrielle doit être vraiment au service de la stratégie de développement de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aligner votre propriété industrielle avec vos objectifs de développement. Donc là, l'idée, c'est de faire gagner votre stratégie de développement. Donc, cette slide présente les différents rôles des types de propriété industrielle. Et donc, le premier, alors je ne vais pas tous les lister, mais le premier, c'est de pouvoir donc protéger vos innovations, donc préserver un avantage sur les concurrents sur votre marché. Et donc, c'est finalement avec ces outils-là d'empêcher les concurrents de proposer un produit avec les mêmes caractéristiques que le vôtre. Donc, quelque part, de créer un monopole sur le marché que vous avez identifié ou le marché que vous êtes en train de créer pour les startups. Et donc, si on veut être précis, c'est plutôt un droit d'interdire que l'on apporte avec la propriété industrielle. Un autre rôle de la propriété industrielle, c'est par exemple la possibilité d'accorder des licences à des tiers, et donc de pouvoir d'avoir une source de revenus supplémentaires, par exemple sur des marchés ou des zones géographiques que vous ne pouvez pas atteindre parce que vous n'avez pas les ressources pour le faire. Accorder une licence au titre de propriété industrielle, c'est un moyen de pouvoir toucher ces marchés et de bénéficier de revenus supplémentaires.
Autre rôle de la propriété industrielle, et notamment du brevet, c'est vous pouvez avoir un brevet. Alors, ça touche un peu plus le sujet d'aujourd'hui, évidemment. C'est de pouvoir que vos brevets puissent rentrer dans ce qu'on appelle un patent pool à partir du moment où ce sont des brevets essentiels et qu'une norme s'appuie sur une technologie à la base de laquelle vous avez déposé un brevet, eh bien, vous pouvez bénéficier là aussi de licences à partir du moment où des tiers vont rentrer dans le champ de cette norme et utiliser votre technologie. Autre point, et ce sera l'avant-dernier, la propriété industrielle, et ça c'est également important pour vous, start-up et entreprises. La propriété industrielle, ça peut être un moyen de négociation. Lorsque vous développez vos projets, très souvent, vous avez besoin de partenaires et il faut effectivement pouvoir s'appuyer sur d'autres compétences. Et le fait d'avoir des types de propriété industrielle, ça permet souvent de rééquilibrer le rapport de force avec ce partenaire qui peut être de taille différente. En général, s'il est plus gros, vaut mieux pouvoir maîtriser ses actifs en interne. Et donc, quelque part, ça permet de négocier de manière un peu plus équilibrée avec vos partenaires. Et j'en resterai là avec la dernière fonction de la propriété industrielle, c'est que ça constitue un actif valorisable pour votre entreprise. Là aussi, vous êtes start-up, entreprise. Généralement, lors des premières années, votre préoccupation tourne autour de la finalisation de la R&D, de la finalisation de votre prototype, de vouloir rapidement être sur le marché, le recrutement de personnes. Et souvent, la propriété industrielle passe en dernier. Or, ce qu'on observe dans ces entreprises, c'est que la propriété industrielle, c'est finalement le seul actif que vous avez. Vous ne disposez pas de machines, donc pas d'actifs véritablement matériels. Vos clients, vous essayez de les définir. Le marché, vous ne le percevez pas forcément encore. Les clients ne sont pas encore présents. Donc, finalement, le seul actif immatériel que vous pouvez présenter, c'est des types de propriété industrielle. Et vous savez que ça rassure fondamentalement les investisseurs, puisqu'ils ont besoin quand même de garanties pour pouvoir investir dans votre société. Oui, merci Vincent. Donc là, un focus rapide, puisqu'on revient sur les différents brevets. Et donc ça, c'est lié à la loi Pacte qui a été promulguée en 2019, où vous donnez des types de propriétés, notamment des brevets, des outils plus progressifs, plus flexibles et plus robustes en fonction de différentes situations. Alors, je vous le dis de suite, l'enveloppe solo, ce n'est pas un type de propriété industrielle. Donc, ça a une fonction propre qui est lorsque vous commencez à avoir des résultats lors d'une phase R&D intéressant, l'intérêt, c'est de pouvoir finalement formaliser ces résultats au travers d'un dépôt probatoire pour mieux gérer cette information-là. Et l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle une possession personnelle antérieure, qui est une exception au droit de breveter, mais bon, dans certaines conditions. Donc, c'est plutôt une façon de gérer vos premières connaissances. Voilà. Et puis, si vous devez communiquer avec des tiers, vous avez ce moyen de preuve avec vous à échanger éventuellement sous accord de confidentialité. À côté de ça, c'est un nouveau-né, c'est la demande provisoire qui a été mise en application au 1er juillet 2020. Et là, vous êtes dans le cas où vous avez un projet qui aboutit techniquement, mais vous avez du mal encore à définir précisément le cœur de votre invention, mais vous avez une contrainte, c'est que vous êtes obligé de divulguer, soit par exemple une publication que vous devez faire scientifique, ou vous allez rencontrer un partenaire et vous souhaitez pouvoir présenter votre solution de manière un peu plus précise. L'idée, c'est de pouvoir dire, là, je vais déposer une demande de brevet provisoire ou une demande provisoire de brevet. Alors, le terme de provisoire est très important. Puisque si vous ne mettez pas en conformité dans le délai d'1 an cette demande provisoire, on considère que vous n'avez pas de protection, que vous n'avez pas de brevet. Et donc là, dans ce délai d'1 an, il faudra
mettre en conformité votre demande provisoire en demande française ou un certificat d'utilité sous forme de certificat d'utilité ou éventuellement de déposer votre brevet à l'étranger. Si vous ne le faites pas, vous n'avez aucun droit. Et toutes les divulgations que vous aurez fait antérieurement constituera une vraie divulgation. Et donc, du coup, les informations seront dans le domaine public. Donc, si vous avez fait votre publication, tout le monde pourra bénéficier de ces connaissances, de cet enseignement. Et si vous en avez parlé à un partenaire et que vous n'avez pas d'accord de confidentialité, vous aurez donné librement cette information-là. À côté de cette demande provisoire, on a ce qu'on appelle les certificats d'utilité. Et là, c'est dans le cas où vous avez là aussi un projet qui aboutit, mais vous êtes sur des technologies qui sont à cycle de vie court dans un domaine où le rythme d'innovation est relativement important. Et puis, vous êtes plutôt sur un marché très national, français. Du coup, et donc, ce type de style, d'autant la particularité, c'est que ce certificat d'utilité est valable 10 ans, qu'il n'y a pas d'examen qui sera fait, donc il n'y a pas de ce qu'on appelle un rapport de recherche. Et là aussi, dans le délai de 18 mois, vous pouvez transformer votre certificat d'utilité en brevet français ou l'étendre dans le délai de priorité à l'étranger par des brevets européens ou PCT. Donc voilà, ça peut être un outil dans le domaine des logiciels qui pourrait, selon le cas, être adapté, mais encore une fois, avec précaution. Dernier outil, alors le brevet qui a toujours existé, bien évidemment, à l'INPI, mais la particularité avec la loi Pacte, c'est qu'aujourd'hui, pour des inventions vraiment à fort potentiel, avec des critères forts de brevetabilité, eh bien, vous avez la possibilité de déposer ce brevet, où là, l'analyse de la nouveauté et de l'activité inventive sera quand même réalisée de manière plus robuste. Et donc, si vous passez ces étapes-là, vous aurez un brevet robuste que vous pourrez étendre à l'étranger sans trop de difficultés, notamment avec les offices qui ont un examen fort sur les conditions de brevetabilité, comme ça peut être le cas avec l'Office européen. Et donc là, l'idée ensuite, si vous avez un marché évidemment à l'international, il faut penser à étendre vos droits à l'étranger par les procédures qui existent, mais je ne peux pas les développer aujourd'hui. Tu peux changer de slide, merci Fabrice. Et donc là, alors comme je vous disais, effectivement, la propriété industrielle, il faut définir un budget. Hein, il y a un coût à prévoir, évidemment, si possible, que ça soit cohérent avec votre stratégie de développement. Donc là, on vous a indiqué sur 10 ans les frais, le budget à prévoir en tenant compte des frais d'un cabinet de conseil en propriété industrielle. Moi, ce que je voulais juste vous indiquer, lorsque vous êtes start-up, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que lorsqu'une start-up arrive à faire une levée de fonds, en général, elle a une famille de brevets, notamment de 5 brevets. Donc un brevet français, une demande PCT qui permet de différer un petit peu les coûts, une demande européenne, un brevet européen, un brevet USA et un brevet éventuellement chinois. Donc c'est en gros cette famille de brevets-là qui est importante, et il faut considérer à peu près par an 9 000 € de budget sur une période de 5 à 7 ans, donc un budget global de 45 000 à 55 000 € sur cette période-là, et sachant que ça représente en général 2% de la levée de fonds que ces startups arrivent à faire. Voilà, c'est un peu le schéma. Certaines études montrent ces chiffres-là. Merci. Maintenant que vous savez tout sur la propriété intellectuelle et à quoi ça peut vous être utile, on va essayer de faire la même chose pour la normalisation volontaire. Donc moi, je suis forcé de passer par une étape amont qui va être de couper la tête à quelques idées reçues. Parce que comme tout le monde, je pense que vous avez entendu alors, très souvent sur les médias, des messages allant dans le sens qu'il y a trop de normes, que
C'est une catastrophe absolue pour l'économie, pour les entrepreneurs, que l'on ne s'y retrouve plus, que quand on publie une norme, quand on crée de nouvelles normes, il faudrait en supprimer une, 2, 3, 4. Voilà. Donc tout ça, vous l'avez forcément dans votre inconscient et c'est à déconnecter de ce que je vais vous dire. Parce que la première des leçons à retenir du lien entre l'innovation et la normalisation, c'est que la normalisation dont on va parler n'a rien à voir avec la réglementation. Et par rapport au message que j'évoquais, ce que l'on entend dans les médias, quand on parle de cette inflation de normes, de cette complexité, de cet effet millefeuille, par rapport à ça, on parle de normes au sens de textes réglementaires ou législatifs. L'AFNOR, n'est pas le législateur, l'AFNOR n'édicte pas des lois. Nous ne sommes pas l'État, nous sommes une association. Donc voilà, donc premier écueil dans lequel ne pas tomber, confondre les normes AFNOR, les normes ISO, voilà, ce que l'on qualifie de normes volontaires, avec ce qui est de l'ordre de la réglementation ou des aspects juridiques qui sont plutôt vus généralement comme une contrainte que comme une opportunité. 2 mots pour bien les différencier. La réglementation, par définition, elle est d'application obligatoire, hein. Vous exercez une activité dans un périmètre donné. Si une réglementation couvre, enfin, ce périmètre, vous n'avez pas d'autre choix que de l'appliquer, hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc voilà, donc d'un côté, une application obligatoire, de l'autre, je vous l'ai dit, une application volontaire, mais je vais détailler ça. Le mode d'élaboration, la réglementation, on est plutôt sur du top-down, c'est-à-dire c'est un texte, hein, qui va émaner d'une structure ministérielle, régalienne, européenne et qui va voilà, couvrir un périmètre. Tous les acteurs économiques ne vont pas forcément être associés à la réflexion ou en tout cas à la rédaction, alors que le processus, c'est beaucoup plus et même essentiellement bottom-up quand on parle de normalisation. Vous allez voir que ce n'est pas l'AFNOR qui rédige les normes, c'est pas AFNOR qui décide s'il y a une norme en plus ou en moins. Tout cela est à la main des acteurs économiques et vous êtes des acteurs économiques. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on fait le lien entre normes et innovation. Donc, vous retirez de votre tête la connexion avec la réglementation et toutes les associées et vous essayez de remplacer ça par le fait que, comme je vous disais, c'est pas l'AFNOR qui va décider demain s'il y aura une norme en plus ou en moins. C'est pas l'AFNOR qui se dit: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'ennuyer les acteurs, économiques avec de nouvelles contraintes?» Chaque fois qu'une nouvelle norme voit le jour, c'est que forcément, des acteurs sur un marché sont face à une problématique qu'ils rencontrent et qu'ils se disent que pour le développement global de l'activité, pour leur propre intérêt, pour le développement du marché sur lequel ils exercent leur activité, il y a un intérêt à ne pas rester dans cette situation qui n'est pas optimale, comme la photo le montre, et qu'une norme viendrait certainement résoudre ce problème de façon pérenne, rassurer le marché, donner de la confiance, tous les mots que l'on a évoqués tout à l'heure. Donc, en ultra résumé pour l'instant, on oublie encore une fois que norme égale réglementation et on comprend que une norme, chaque fois qu'il y a une norme, c'est que ce sont des acteurs d'un marché qui l'ont souhaité. L'AFNOR n'est pas omniscient sur tous les sujets. Il y a des normes sur absolument tous les pans de l'activité économique humaine et l'AFNOR n'est pas là pour délivrer la vérité sur tous ces sujets. L'AFNOR est là pour garantir que ces réflexions, ces discussions qui vont être réalisées avec des acteurs de différentes tailles, de différents poids, portant différents enjeux, que tout cela va se faire dans un cadre transparent, équitable, que le petit, entre guillemets, donc la start-up potentiellement, aura autant droit à la parole que le grand groupe. Voilà, on est là un petit peu comme un chef d'orchestre. Donc, on oublie aussi que c'est AFNOR qui rédige les normes. Les normes sont rédigées par ceux qui les ont souhaitées et qui, in fine, vont en valider le contenu
Et comme ces gens sont comme vous et moi, cohérents, ils ont souhaité quelque chose, ils l'ont construit, ils sont arrivés à le valider, forcément, ils vont l'appliquer. Donc voilà ce qu'est vraiment la norme dont on va parler et entre guillemets, ce qu'elle n'est pas. Donc si on est bien sur ces bases-là, j'allais vous oui, alors juste voilà, juste une information complémentaire pour vous dire, voilà, que ce type de document qu'on appelle norme, à la limite que vous y intéressiez ou pas, sachez que c'est, utilisé dans le monde entier par tous les acteurs économiques dans le cadre d'échanges commerciaux, d'échanges de partenariats. Que c'est des éléments qui entrent, des fois dans des aspects contractuels, hein, tant sur des marchés privés que sur des marchés publics. On les cite dans des appels d'offres, un élément de votre paysage, sur lequel vous êtes actuellement pour développer votre solution innovante. Donc maintenant que tout ça est un petit peu clarifié, je pourrais presque m'arrêter là parce que, pourquoi un acteur en posture d'innovation doit-il s'intéresser à la normalisation telle qu'on vient de le voir? Si on schématise, un acteur en posture d'innovation, c'est quelqu'un qui a eu une idée, plus ou moins géniale et qui passe une bonne partie de son temps, si ce n'est l'intégralité de son temps, à tout faire pour qu'elle se transforme en un produit qui a une valeur, en un produit ou un service qui aura demain une valeur sur un marché. Donc il y a bien un lien avec, ce marché. La norme, compte tenu de ce qu'on vient de dire, demandée par les acteurs du marché, construite par ces mêmes acteurs et appliquée, on en déduit forcément par simple logique que le contenu d'une norme, c'est quelque chose qui va avoir une incidence sur un marché. Ça va la façon dont est rédigée la norme, elle a été rédigée par encore une fois ces mêmes acteurs économiques parce qu'ils ont voulu que demain, après la publication de la norme, la façon dont la thématique portée par la norme, enfin voilà, que la façon, oui, dans la thématique portée par la norme soit en fait gérée. Ça va avoir des incidences sur la façon dont les acteurs vont s'articuler entre eux, échanger, ça va créer des repères. Voilà. Donc, en tout cas, ça va avoir un impact. Donc, si vous êtes un acteur en posture d'innovation, vous avez un marché en ligne de mire, normalement, et ce marché, il ne vous viendrait pas à l'idée de vous dire, je vais essayer de faire une percée sur un marché et je vais me contenter de connaître que 70% de ces règles du jeu. Parce que en fait, j'aime le risque et je veux me garder 30% de découverte. Bien évidemment, non. Vous allez consacrer une bonne partie de votre management de projet à définir, à connaître ce marché le mieux possible pour adapter votre solution et de faire en sorte qu'elle réponde au mieux aux attentes que ce marché a déjà définies voilà, sur plein d'aspects. Et dans cette réflexion, il y a un élément incontournable de cette connaissance du marché qui est défini dans des normes. Donc, CQFD, c'est-à-dire que vous devez de fait, enfin, toute stratégie de développement, de pénétration d'un marché pour un produit innovant doit de fait intégrer une dimension norme comme donnée d'entrée de cette stratégie. Si on affine un petit peu, quand on rencontre des entreprises innovantes, on a l'habitude de leur dire, pour essayer de simplifier, c'est un fait, vous devez avoir la dimension normalisation comme une donnée d'entrée de votre stratégie. Après, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on vous recommande de faire? On vous recommande de vous poser à minima 2 questions. Si les normes volontaires sont des règles du jeu d'un marché, vous avez un produit, vous voulez voilà, enfin, le faire pénétrer un marché, vous devez vous poser des questions sur qu'est-ce que le marché, avant que j'ai cette idée-là, a déjà défini en termes de repères, de règles du jeu, que j'aurais tout intérêt à prendre en compte. Ça ne va absolument pas remettre en cause mon innovation. Au contraire, ça va peut-être la rendre aux yeux de ce marché et des habitudes qui sont déjà ancrées, ça va le rendre, entre guillemets, plus acceptable, plus attractif, parce qu'il aura pris les codes, les couleurs, les repères, voilà.
Donc ça, c'est un petit peu la question de base. Qu'est-ce que je fais pour maximiser les chances de réussite, voilà, que mon produit soit bien perçu. Donc ça va dans le sens de favoriser l'acceptation de ma solution, de renforcer quelquefois un a priori de confiance, hein. Il y a beaucoup de normes, hein, sur des critères de performance, de qualité. Voilà. Donc indépendamment du message qui va vanter les caractéristiques les plus merveilleuses de votre solution, si vous êtes en capacité de dire que tout ça, c'est objectivé par rapport à des éléments qui sont déjà des repères de ce marché, ben, évidemment, vous convaincrez plus et vous serez plus crédible. Donc, première question, se poser: qu'est-ce qui existait avant que j'arrive sur ce marché? Deuxième question, vous êtes un acteur innovant, vous avez conçu un produit ou un service qui a des caractéristiques qui n'existaient pas jusqu'alors. Ces caractéristiques sont absolument exceptionnelles et elles vont avoir de fait un impact sur le marché. Selon vous, il y aura un avant et après votre produit. Donc là aussi, il faut se dire qu'au moment où vous arrivez sur ce marché, des normes sont déjà présentes. Mais d'où sont venues ces normes? Elles ne sont pas tombées du ciel, ce n'est pas l'AFNOR qui les a écrites. Elles sont là parce que des acteurs étaient sur ce marché avant vous et ces acteurs se sont dit, vu que la norme oriente les usages sur un marché, ben moi j'ai tout intérêt à y participer et à faire en sorte que le contenu des normes soit en phase avec ma propre stratégie commerciale, ma propre vision marché. Donc, amenant quelque chose de nouveau qui n'existait pas, vous pouvez tout à fait vous poser la question si il n'y aurait pas une voie, une possibilité que quelque chose relatif à votre produit ou votre service innovant, quelque part dans une norme, ne pourrait pas avoir un effet levier, disait tantôt les caractéristiques, la notion d'usage, les performances, ce que vous voulez. Ça va donner de la visibilité et de la crédibilité à votre solution. Donc ça, c'est une question un peu plus stratégique, hein. Mais sachez que de nombreux acteurs, de nombreux compétiteurs pour vous utilisent la norme dans ce sens-là, hein. J'ai une innovation, je suis en avance de phase. L'autre question souvent que l'on pose pour faire émerger cette voie-là, c'est qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas encore? Donc si vous êtes innovant, vous avez forcément quelque chose qui vous est propre et qui n'est pas commun. Donc réfléchir à à la réponse à la question: «Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas encore?» et se dire par rapport à ça, qu'est-ce qui pourrait devenir demain un élément, un repère du marché qui ferait que, le marché s'oriente plutôt vers ma solution que vers la solution du voisin? Donc là, on est bien sur des réflexions d'ordre stratégique. C'est à ce niveau, tant la pays que la normalisation que ça se situe, hein. Et là, on est donc ce coup-ci dans la pénétration du marché, voire à certains cas, dans le fait d'orienter le marché en lui faisant découvrir les caractéristiques, les bénéfices d'une solution, d'un service qu'il ne connaissait pas et que compte tenu de toutes ces caractéristiques, de tous ces avantages, ça devienne un attendu, un espèce d'incontournable de tout nouveau produit, service qui viendra sur ce marché et qui traitera de telle ou telle thématique. Pour illustrer ça, un petit exemple, donc un petit cocorico, on est sur la carte à puce, on sait que c'est un innovateur français. Si on se dit maintenant, encore une fois, comme me disait Eric, quand on est en présentiel, je pose la question, voilà, si on fait un petit tour de table, combien avez-vous de cartes à puce dans vos portefeuilles? Hein. Donc la réponse est exactement la même à chaque fois. Évidemment, plusieurs cartes bancaires, la carte vitale, la carte de fidélité de votre meilleur, comment dire? De votre meilleure société de produits, voilà, bref. Et si on posait cette question au niveau du monde entier, on aurait la même réponse et là, on est vraiment à des milliards d'exemplaires dans le monde. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'une innovation technologique comme la carte à puce à une utilisation sur le marché
en termes de produits avec l'ampleur que l'on connaît. Évidemment, énormément d'éléments donnés d'entrée de la stratégie de développement. Il n'y a pas un levier parmi tous les autres qui les remplace tous. Si c'était à, je vais dire tout bêtement, définir, enfin travailler au travers d'une norme, il y a donc une norme qui définit les caractéristiques physiques d'un bout de plastique qu'on appelle une carte à puce et qui va définir sa hauteur, sa largeur, son épaisseur, l'endroit où on met la puce, l'endroit où on met telle et telle information. Pourquoi? Mais pour que cet usage, enfin pour que l'usage que l'on fait de la technologie ait une répercussion sur tous les marchés du monde entier. Voilà. Donc c'est pas ça, c'est pas simplement cette norme qui a fait que c'est une réussite. C'est une réussite parce que l'innovation, elle est géniale, elle avait un fort potentiel et plein d'autres éléments. Mais c'est juste pour vous montrer que là, on est sur une norme qui ne parle absolument pas de la solution technique. Donc, on ne va rien divulguer sur ce qu'il y a dans la carte à puce, mais c'est un moyen détourné pour faire que, en termes d'usage, la solution trouve des marchés dans le monde entier. Voilà pour ces quelques éléments un petit peu pédagogiques que l'on voulait vous apporter avec Eric. Si on fait le lien maintenant avec ce qu'on appelle le processus d'innovation ou le management de projet, la question qu'on nous pose généralement quand on intervient avec l'INPI ou l'AFNOR dans les différentes capitales, c'est à quel moment faut-il venir vous voir, vous nous conseiller? Donc, faites très très bien. On a compris ce que vous nous avez dit, l'intérêt. Ok, mais bon, est-ce que je viens vous voir au début? Voilà, bon. Donc, la réponse que l'on fait généralement à deux voix, c'est que il n'y a pas de risque à venir nous voir trop tôt, hein. Si vous venez voir l'INPI trop tôt ou l'AFNOR trop tôt, on sera tout à fait en capacité de vous donner des éléments de réponse à l'instant T et de vous dire attention, revenez plutôt nous voir à telle époque parce que là, il y aura de véritables enjeux. Par contre, il y a un risque où ça pourrait être dommageable pour vous de venir nous voir trop tard parce que vous n'auriez pas pu anticiper certaines actions ou prendre certaines recommandations que l'on aurait pu vous faire parce que vous avez développé votre prototype, ça y est, et voilà. Donc, on a essayé de vous schématiser ça rapidement avec Eric. Donc, si on part du bas, quand on est dans la phase amont, hein, qu'on est en train, donc on est très loin du prototype. Je ne sais même pas si on est au niveau de la maquette, mais on a une idée. On se dit, ben, tiens, il y aurait certainement quelque chose à faire là-dessus. La normisation, ça peut vous apporter un premier élément de réponse sur ce qui existe déjà et vous aider à ce qui est appelé là, ne pas réinventer la roue. Mais autant voilà, bien avoir une vision claire de ce qui existe, de ce qui n'existe pas, et là où il faut aller mettre ses forces et ses ressources. Voilà. Donc voilà pour le côté norme. À ce même stade, Eric, je pense que tu as Oui, des alors je peux recommandations. effectivement confirmer ce que tu dis, puisque il est important de faire un état des existants, mais je remonte juste un petit peu parce que on l'avait vu dans la slide précédente où il y a les différentes fonctions de la propriété industrielle. Ce que je voulais juste souligner là, c'est que dans l'étape d'identification d'opportunités ou de génération d'idées d'un projet, le brevet peut être aussi une source d'information. Donc, un petit peu avant l'état existant, les bases de données brevets, la veille, peut aider à identifier des opportunités de marché. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt sur le rôle informationnel à la propriété industrielle. Et après, effectivement, je te rejoins, une fois qu'on a identifié l'opportunité, il est important, mais dans tout ce qu'on fait, de faire un état existant, de bien définir son référentiel. Et nous, ce qu'on vous proposera, c'est de faire un état des lieux, ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. On a des dispositifs pour vous aider à ce niveau-là. Donc, de regarder les solutions techniques existantes par rapport à l'opportunité que vous avez identifiée. Bien évidemment, de regarder également ce qui se passe au niveau des normes. Et donc, d'avoir vraiment une idée assez précise de l'état existant pour arriver à vous positionner ensuite par rapport à tout cela.
là et faire les bons choix en matière de stratégie de R&D. Donc, tu vas sûrement le dire, mais l'intérêt de participer au comité de normalisation pour bien, là aussi, avoir un état existant en termes de normes, paraît du bon sens, quoi. Tout cela se confirme, hein, dans la suite du projet. Quand on est à la phase de conception, développement, vont en fait se poser des questions de choix stratégiques, techniques. Est-ce que je prends telle ou telle voie? Là Mmh. encore, d'avoir une vision claire de l'existant, de ce qui est déjà gravé dans le marbre, les solutions techniques qui sont plus utilisées que les autres. Une question clé sur, voilà, sur des sujets un petit peu techniques comme, tu l'évoquais tout à l'heure au travers de la brosse à dents, hein, qui peut Ouais. paraître basique, mais il y a des questions d'interopérabilité, de comment est-ce qu'on communique, comment est-ce que la brosse à dents communique avec le téléphone, voilà, bon. Et tout ça, l'idée, c'est de vous dire, n'allez pas réinventer la roue là-dessus si ce n'est pas votre centre de compétences. Il y a déjà des règles du jeu qui sont formalisées, qui dans des documents qui s'appellent des normes. Appuyez-vous là-dessus et mettez toute votre énergie sur le côté innovant, usage de votre solution. Mmh. Oui, oui, je poursuis du coup, mais il y a aussi des risques juridiques à pas regarder ce qui existe. Donc là aussi, vous pouvez tomber sur des brevets bloquants que vous ne connaissez pas et avoir des problèmes, hein, par la suite de contrefaçon alors que vous avez déjà avancé dans votre projet. D'accord, donc après, toujours pareil, on poursuit sur cette flèche, on est au moment du POC, donc vous commencez à être un peu plus mature, hein, sur l'orientation que vous allez prendre. Vous allez potentiellement être en relation avec des investisseurs, des partenaires, vous allez peut-être partir vers des levées de fonds. Et donc là, il y a une notion de crédibilité qui est à rechercher. Vous êtes pour l'instant toujours une plus petite structure. Vous n'avez pas encore fait vos preuves sur le marché. Ce qu'on évalue, c'est plutôt votre potentiel. Et le fait de montrer à des investisseurs, à des potentiels partenaires, à des acteurs comme la BPI, voilà, que dans votre réflexion, vous avez déjà envisagé la question des normes, que vous vous appuyez sur des fondamentaux, que vous prétendez être conforme à tel ou tel repère, c'est quelque chose qui va renforcer cette notion de crédibilité et de valeur du projet que vous défendrez. Alors, sur ces aspects-là, évidemment, là, vous avez avancé dans votre projet, vous commencez à avoir des résultats, vous devez vous poser la question des outils que vous allez utiliser pour protéger les solutions que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et bien évidemment, à cette phase-là, si vous faites appel à des partenaires pour implémenter votre solution ou pour l'optimiser, là aussi, il faudra gérer effectivement ces relations contractuelles avec ses partenaires et on en a parlé, le contrat en fait partie, mais bien identifier ce qui relève de votre propriété et de ce qui relèvera éventuellement d'une copropriété à l'issue de ce partenariat vont être essentiels dans le développement de votre projet, quoi, et le succès. Donc ça y est, maintenant, vous avez fait votre POC, vous avez un proto, votre produit est prêt à être déployé sur un marché. Donc on est là dans la deuxième question que j'évoquais tout à l'heure. Forcément, voilà, il peut y avoir des questions d'acceptation, hein, de l'innovation que vous allez mettre en œuvre. Ça va poser question. Est-ce que voilà, tout ce qui est nouveau, évidemment, pose question. On peut avoir plus ou moins confiance, hein. Et donc, dans cette phase d'accompagnement, la pénétration du marché, encore une fois, le fait d'avoir une réflexion par rapport aux normes, la norme qui oriente les usages sur un marché, voilà, ça peut être un appui intéressant. Je passe à l'étape suivante, exploitation commerciale. Voilà, donc là maintenant, votre produit en fait sur le marché, vous le valorisez, vous êtes face à des clients et encore une fois, indépendamment des messages que vous pourrez apporter vous-même par la connaissance de votre produit, par votre propre expertise, hein. Le fait de dire que votre produit est conforme ou est en conformité avec telle ou telle norme, qui est un incontournable, qui est un marqueur du marché sur lequel vous exercez, c'est un élément qui rentre dans la notion d'a priori de confiance que l'on évoquait tout à l'heure. C'est quelque chose, voilà, qui va être un vecteur de confiance en complément
de la confiance que vous apporterez, vous, par votre propre expertise, par votre propre argumentation et par la valeur intrinsèque de votre produit. Heu, Là aussi, à cette phase-là et bien évidemment, il faudra que votre stratégie de protection soit bien définie, qu'elle vise évidemment les marchés à l'étranger que vous aurez sélectionnés. Et ce qui va prendre le relais en termes de protection et de communication, ça sera là les d'autres outils que les brevets, mais et notamment les marques, qui, permettront de vous faire gagner en visibilité, de faire passer des messages sur la performance de votre solution, sur la qualité, sur éventuellement la conformité avec les normes qui seront utilisées si votre solution rentre dans ce cadre-là. Donc là, ça va devenir important de pouvoir commencer à communiquer sur vos éléments distinctifs et notamment au travers des marques. Et enfin, pour les 2 derniers items qui restent sur, cette flèche, voilà, savoir que les normes peuvent avoir un périmètre national, européen ou international, fait que les retombées, que l'influence, que les effets, sont alignés sur ces périmètres. Si vous êtes à l'initiative, si vous avez contribué à l'élaboration d'une norme internationale, indépendamment du fait que le nom de votre société figurera dans la norme, voilà, qui sera achetée par, tous les acteurs, économiques du monde entier qui seront intéressés par ce sujet et puis ça vous met aussi, comme, l'a dit, Éric, dans un écosystème où vous allez être, en relation avec, l'ensemble, des acteurs, on peut dire, de la chaîne de valeur, sur la thématique qui vous concerne, hein. Encore une fois, et là, ça vous offre une autre dimension, crédibilité, visibilité, anticipation. C'est un redoutable, aussi, vecteur d'informations de type intelligence économique sur quelles sont les évolutions du marché, qu'est-ce que le marché va en fait souhaiter dans, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. Donc heu, on arrive au bout de la chaîne et on voit qu'en tout cas pour la normisation, il y a un intérêt à chacun des stades, différents et évidemment la même chose pour l'INPI et je te laisse finir, Oui. Eric. Alors sur la partie valorisation, évidemment, là, on peut considérer que votre produit est bien sur le marché et que vous allez vous poser la question de comment valoriser au mieux mon innovation, les spécifications qui relèvent d'une norme. Donc la valorisation, elle pourra être directe, parce que vous allez commercialiser votre solution et vous serez le titulaire, donc a priori le bénéficiaire de ces avantages-là et sur le marché, donc des chiffres d'affaires. Mais vous pourrez aussi vous poser la question, puisque finalement, je ne peux pas valoriser mes actifs autrement, et notamment par des concessions de licence. Donc, ça peut effectivement se poser à ce niveau-là. Et donc, aller chercher des licenciés sur des marchés étrangers que vous ne pourrez pas toucher. Et sur le dernier stade, la revue, alors je ne vois pas trop la revue de produits. On est là effectivement sur une étape où on va chercher à bien gérer son portefeuille de brevets, regarder les titres qui sont encore alignés avec nos produits, nos normes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est plus de la gestion, je dirais, de votre portefeuille de titres. Et ce qui est important également à ce niveau-là, c'est de veiller aussi sur les potentiels contrefacteurs qui pourraient se rapprocher trop près de vos produits. Alors vous allez me dire, oui, mais lutter contre les contrefacteurs, c'est un coût, ça coûte cher. Je vous demande juste de changer un petit peu le regard sur les potentiels contrefacteurs. Ce sont potentiellement des preneurs de licence aussi. Voilà, donc c'est une façon de valoriser aussi votre technologie. Parfait, donc je vois que l'heure tourne, hein, donc on va Ouais. essayer d'accélérer pour, tenir dans le délai. Bon voilà, on vous a présenté en gros les éléments d'information, hein, que l'on voulait, vous présenter. Tout ce qu'on vous a dit est évidemment dans l'absolu vrai. Le poids, l'impact de tous ces éléments dépendent évidemment à chaque fois d'un contexte particulier, d'un secteur, d'activité particulier, de votre solution. Mais en préparant cette intervention avec, Éric, on s'est dit que, voilà, à chaque fois qu'on était dans des contextes d'innovation de rupture, tout ce qu'on vous a dit, se justifie, d'autant plus, hein. Dans mon cas, la normalisation,
innovation de rupture, quelque part, une question d'acceptation, voilà, de nouveaux repères, de nouvelles règles du jeu, voilà. À chaque fois qu'il est question d'interopérabilité, on l'a aussi dit, voilà, il y a des voies qui sont déjà utilisées massivement par le marché. Donc n'allez pas vous engager, vous, dans une voie totalement spécifique, encore une fois, qui n'est pas le cœur de votre innovation et qui va faire que vous allez être dans une impasse demain parce que vous ne pourrez pas int interagir. On est évidemment, dans tout ce qu'on vous a dit, on n'est jamais ni vous ni nous dans le monde des bisounours, donc vous êtes forcément dans un environnement concurrentiel. Donc ces 2 leviers, l'API et la normalisation, sont là pour vous aider à lutter contre la concurrence, soit vous protéger, soit en faire un élément de démarcation. Voilà, il n'est pas question une seconde de parler de développement à l'international sans se poser des questions sur la protection à ces niveaux, sur les repères, hein, qui sont aussi définis par des normes européennes, dites des normes SEN, des normes ISO. Et puis après, il y a évidemment certains secteurs en ce moment qui sont évidemment plus propices. On en a cité un, donc tout ce qui tourne autour des TIC, du numérique, du digital. Mais si on avait plus de temps, voilà, on pourrait vous en citer d'autres. Donc tout ça pour vous dire que derrière ces éléments un petit peu génériques que l'on vous a présentés, il faut les incarner, il faut les adapter à votre propre contexte, hein. Et on est là pour ça. C'est un petit peu ce qu'on va vous présenter à la fin, au travers des services IMPI et AFNOR. Eric, tu as quelque chose à compléter par rapport à ça? Ou Non, non, enfin, ou très très rapidement, c'est vrai rapidement, que vas-y. ces interactions normes et propriétés industrielles, on les retrouve effectivement sur des technologies voilà, assez complexes, et c'est les secteurs que tu citais, où là, il y a une dimension collective assez importante d'interopérabilité. Enfin, voilà, je reprends un peu ce que tu as dit, mais c'est effectivement dans ces secteurs-là où c'est plus favorable. Donc, Merci. Donc, évidemment, tout ce qu'on vous a dit, inutile de vous dire que tant Eric que moi-même, on est assez d'accord, hein, avec ce qu'on vous a dit. La question, c'est voilà, est-ce que ce qu'on vous a dit est bien concret? Est-ce que c'est bien en phase avec ce qui se passe dans la vraie vie? Donc là, rien de mieux qu'un témoignage, voilà, d'un acteur qui a déjà développé un produit et qui a utilisé, enfin, qui s'est posé ces questions. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jérôme, pour être avec nous aujourd'hui. Donc, les questions, je te les pose globalement, hein. D'abord, peut-être nous préciser, au travers de l'ancienne expérience professionnelle qu'évoquait en fait Solène, quelle quelle était l'activité que tu travaillais? Et puis, au travers de cette activité, de ce projet que vous avez piloté, ben, qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé voir l'INPI et puis la FNOR? Et puis surtout, indépendamment de les rencontrer, au travers de l'accompagnement, des éléments qu'ils vous ont fait remonter, qu'est-ce que vous en avez véritablement retiré en termes de retour d'expérience concrète? Quels bénéfices cela a pu vous apporter dans la conduite de votre projet? Bon, bonjour à tous. Donc, merci pour cette présentation. C'est toujours bien de revenir, je dirais, aux fondamentaux et puis aux bases qui permettent de construire justement une stratégie d'IP ou de normes. Voilà. Donc, moi, j'ai participé à un projet, le projet Traxens, qui avait pour vision et qui avait surtout pour objectif de révolutionner la logistique du transport. Rien que ça. Et puis, j'ai envie de dire, il faut se poser la question comment on va faire. La première chose, j'ai envie de dire, si je prends un peu le cheminement que je vais essayer de faire, qu'on a fait pour arriver à l'INPI, l'AFNOR, aux normes et l'IP, c'est de se dire comment on va faire. Et là, on va se dire, nous, ce qu'on voulait, c'est que les conteneurs soient traqués au niveau mondial. Donc là, la première chose, c'est que s'ils sont traqués au mondial, ils vont passer des frontières, ils vont aller dans des pays, ils vont être dans des réglementations, ils vont être dans des normes aussi, hein, parce que le conteneur est quelque chose qui est standardisé, il est ISO, hein. Et puis, il y a une barrière assez importante, c'est une barrière technologique. Donc forcément, il fallait qu'on aille dans la technologie. Et là, on s'est posé la question, qu'est-ce qui existe déjà? On peut peut-être utiliser, on ne va pas tout refaire, d'aller d'un tracker qu'on met sur un conteneur qui est d'électronique, d'aller dans les télécoms qui communiquent
et que tout ce qui est communication IoT, qui à l'époque, il faut se remettre il y a 7 ans, et commençait à peine, on en parlait à peine, et puis une plateforme, comme pour la brosse à dents. Il faut une plateforme qui rend la donnée et qui va se connecter de manière normalisée à l'ensemble des acteurs du système de la logistique. Et là, on retombe encore une fois sur quoi? Sur la norme. Donc, une contrainte de s'insérer dans des normes, d'échange de données, une contrainte aussi avec des barrières technologiques et le souhait aussi d'avoir un avantage compétitif et de créer une propre barrière technologique et peut-être normative. J'ai envie de dire, il faut avancer par question pour poser. Donc, comment on fait? Ça mène à une première chose, c'est la barrière technologique. Donc, il faut, derrière cette barrière technologique, identifier ce qu'on veut faire et faire une stratégie d'innovation. Qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau? Comment on peut améliorer? Comment on peut apporter quelque chose de nouveau qui va faire que on va se différencier et que de cette différenciation, on va avoir des clients, on va aussi des partenaires, que ce soit des financiers, que ce soit des investisseurs, que ce soit aussi la BPI France qui va financer notre R&D, parce que pour faire tout ça, il va falloir peut-être mettre 5, 10, 15 millions d'euros pour arriver au système. Il faut bien penser cette innovation par rapport à la partie économique. Qu'est-ce que ça va nous apporter en chiffre d'affaires, commercial? La deuxième chose, la deuxième question qui arrive, c'est comment on va protéger tout ça? Parce qu'on ne va pas faire de la R&D pour tout le monde en disant, voilà, on a trouvé quelque chose et puis on le donne à tout le monde. On a des financiers qui nous ont financés, on a BPI, on a pris des prêts, il va falloir les rembourser. Puis on aimerait bien gagner notre vie aussi, avoir un salaire, et si ce n'est, valoriser nos actions et peut-être revendre la société ou aller en bourse pour le Saint Graal, on va dire. Donc, il faut protéger cette innovation. À partir de ce moment-là, il y a l'INPI, il y a les conseillers à la propriété intellectuelle, les CPI qui vous accompagnent, les cabinets brevets, on les appelle souvent comme ça, mais ils font aussi les marques ou autres. Et à partir de ce moment-là, vous allez penser quand vous avez fait votre stratégie d'innovation, votre stratégie marché qui est collée à ça, cette fameuse flèche rouge, vous la voyez là, incrémentale, mais vous, il faut que vous la pensiez déjà maintenant. Où je vais? Qu'est-ce que je veux faire? Comment j'atteins ça? Vous allez faire une stratégie de propriété intellectuelle. Donc là, vous allez voir l'INPI, vous allez faire masterclass. Moi, je l'ai fait en 2015. Vous allez faire tout ce qu'on est en train de faire là, des visios, des cours en présentiel quand ça reviendra. Vous allez voir, et puis vous allez commencer à penser, voilà, j'ai des outils, j'ai des enveloppes solo, j'ai des brevets, j'ai des certificats. Je suis heureux maintenant qu'il y ait le brevet provisoire, qui est aussi intéressant, qu'il n'y avait pas à l'époque. Je suis content de venir dessus. Voilà. Et vous allez commencer à penser à cette stratégie IP, comment vous allez pouvoir renforcer, protéger. Et moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas que protéger. On est à Marseille, on est plutôt droit au but, on est plutôt à l'offensive. C'est comment conquérir un marché avec ça. Protéger, c'est votre première question que vous aurez. C'est ce que tout le monde va vous dire. Mais pensez-le à l'offensive. Comment je prends mon marché, comment je valorise aussi pour des investisseurs, je valorise auprès de mes pays, mais comment je valorise aussi pour mes clients. Et donc, je vais faire des produits qui se valorisent. Il faut le penser, l'IP aussi, dans ces aspects-là. Et donc, vous allez vous poser ensuite une question, c'est combien ça coûte? J'ai une petite start-up ou j'ai une petite société. Bon, on l'a vu, ça peut commencer par 6 000 à 8 000 euros. En plus, maintenant, il y a le brevet provisoire, ce qui vous permet d'attendre encore un peu un an. Donc, vous allez mettre une stratégie de gestion du temps pour vous mettre dans cette fameuse flèche. La deuxième chose que vous allez vous dire, c'est qu'un brevet est diffusé. Et oui, si je pose un brevet aujourd'hui, dans 18 mois, il est diffusé. Vous allez peut-être choisir le bon moment aussi pour le placer. Il faut que vous soyez prêts, il faut que votre innovation, elle sorte. Si elle sort et que tout le monde a diffusé, les autres vont commencer à courir sur votre innovation aussi pour essayer de la contourner ou essayer de faire pareil autrement. Donc, vous allez trouver le bon moment. Et puis, vous allez vous dire aussi, si c'est visible, la concurrence donc, va réagir. Voilà. Et elle va réagir de plusieurs manières. Elle va se mettre à courir avec la R&D. Si vous avez des grands groupes, ils ont des gros moyens financiers. Ils n'ont pas l'agilité. Elle peut réagir aussi en vous mettant des barrières à l'entrée. Elle peut réagir en influençant le marché via différents organismes. Alors, pas que l'AFNOR, on l'a dit. L'AFNOR est un organisme de normes, je dirais, volontaires et CADRS, mais il y en a aussi dans la santé, il y en a aussi dans certains secteurs. Il y a aussi des groupes de réflexion, je dirais, secteurs. On peut appeler ça des lobbies, ou du moins qui vont se regrouper. Nous, les armateurs, par exemple, qui gèrent les conteneurs au niveau mondial et le transport, ont créé le DCSA pour influencer sur les normes. Et donc,
si je reste comme ça, je peux me faire griller, mais je peux aussi avoir une norme qui va me gêner. Et la norme est importante aussi, parce qu'il faut que je m'insère dans ces normes. Si je veux que ma plateforme se connecte à toutes les autres plateformes, ben, j'ai des normes dans les échanges de données. Il faut que je me mette dedans. Je ne peux pas faire mon propre format. Sinon, personne, je vais envoyer mes données, mais personne n'arrivera à les lire. Donc là, vous allez penser, je dirais, à une stratégie de diffusion de cette innovation qui va se faire en parallèle dans votre business développement, dans votre stratégie de business développement. Mais à l'intérieur, vous allez mettre une stratégie de diffusion. Et c'est là que vous allez pouvoir avoir, je dirais, un peu tout ce qui est organe de standardisation, normalisation, voire même essayer de toucher la réglementation. Hein. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a fait. Nous, le premier qu'on est allé voir, c'est les douanes. Parce que, je l'ai dit au début, un conteneur, une fois que vous l'avez équipé d'un tracker, que vous avez votre plateforme, il passe toutes les frontières. Il est aujourd'hui en France, vous l'équipez, il sera demain en Espagne, il passera au Panama, il repassera aux États-Unis, puis il ira au Japon, il passera par la Chine, et peut-être qu'un jour, dans les 10-15 ans, il repassera par la France. Donc, vous allez voir les douanes en disant, bah, je vais rajouter un tracker, est-ce que je peux le mettre dessus? Et oui, le conteneur est ISO. Et il a des dimensions, donc est-ce que vous pouvez le faire? Là, alors, c'est les armateurs qui nous ont aidés, parce qu'ils connaissent très bien la question. C'est aussi les douanes, c'est aussi le Bureau international des conteneurs. Tout ça existe, qui vous explique que oui, vous pouvez faire, vous pouvez mettre. OK. Et puis, en même temps, ce que vous voulez, c'est que les douanes, forcément, bah, ils disent, tiens, on a un super truc pour sécuriser la chaîne logistique. Il y a un intérêt aussi d'aller là-bas. La deuxième chose que vous vont aller voir, c'est l'UNCFACT. L'UNCFACT, c'est les Nations Unies qui travaillent sur le format des échanges de données. Donc, ils font des recommandations. Et là, on a fait quelque chose de bien grâce à une dame qui travaillait chez nous qui s'appelle Anan Bécha, c'est on a carrément créé la commission Smart Conteneur, conteneur intelligent. Comme ça, on s'est mis dedans et on l'a créé, on l'a piloté pour dire qu'est-ce que va être le Smart Conteneur, comme si nous qui voulions l'inventer. Et ça a marché, on l'a pris. Et là, on a commencé à travailler sur des recommandations pour les pays, ça reste les Nations Unies, sur les échanges de données, pour ensuite que ça descende et qu'on espère que ce soit repris par les normes. Et après, on est allé voir aussi en parallèle l'AFNOR. L'AFNOR, pourquoi? Déjà parce que le conteneur, il est ISO. Donc, si on pouvait, en plus que l'AFNOR nous dise il est ISO, mais il est ISO aussi avec un boîtier supplémentaire, et qu'en plus l'AFNOR nous dise ça nous intéresse. Et puis, ça nous intéresse aussi de regarder ce qui existe comme norme, donc de s'insérer dedans. Et de créer une nouvelle norme pour le smart conteneur qui n'existe pas. Et ça a marché parce que l'AFNOR nous a suivis. Donc, il y a eu, alors je ne sais plus, c'est la TC 104, ils ont des noms assez, ils sont très structurés, c'est des noms assez invivables, je le dis. Il y avait la TC 102, alors ils nous ont créé la TC 104. Et donc, on peut dire qu'on a participé à la création de la TC 104. Alors, on n'a pas pu en prendre la présidence parce qu'il faut un secrétariat, tout ça, c'est assez lourd pour une petite structure. Par contre, c'est le Bureau international des conteneurs qui a pris cette présidence au sein de l'AFNOR pour créer le smart conteneur et ensuite le diffuser. Je vous donne encore deux exemples. On est allé aussi voir le 3GPP, parce qu'on a fait des innovations dans les télécoms, et le 3GPP, lui, c'est celui où tous les industriels mondiaux créent les normes télécoms, dont la 4G, la 5G, et déjà, ils parlent de la 6G. Donc là, on retrouve celui que vous avez entendu dernièrement, c'est Huawei, mais on les retrouve tous. Tous les télécoms sont là-bas, pour dire, ben voilà, nous, on a des technologies, on a des brevets télécoms, on voudrait que ce soit à côté de la 5G, on voudrait que ce soit à côté de la 4G. Et là, on est dans le patent pool. Ce qu'on disait tout à l'heure, le patent pool, c'est intéressant parce que là, s'ils acceptent vos brevets, parce qu'on en avait plusieurs, ils ne vont pas vous dire on va vous l'acheter ou autre. Ils vont vous dire vous allez avoir X% de toutes les ventes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de brevets dans les technos qui ne cherchent même pas à savoir à qui c'est et comment on donne le bénéfice. Donc, vous êtes dans un patent pool, puis vous pouvez avoir des petites miettes. Là, vous avez du licensing. Bon, intéressant. Et puis, en même temps, si on dit la technologie TrackSense dans les télécoms, eh bien, c'est un vecteur énorme parce qu'elle sera embarquée par tous les constructeurs. Et le dernier que j'ai cité tout à l'heure, qu'on a vu apparaître, c'est le DCSA. Alors là, c'est les industriels du secteur, dont les armateurs, qui ont créé leur propre organisme pour influencer la norme. Et donc, forcément, s'ils influencent la norme, donc le marché, parce que c'est quand même eux qui sont vos clients au final, il faut que vous soyez dedans. Donc là aussi, Anan Bécha, qui travaillait pour nous et avec qui j'ai cofondé le service innovation et standard, c'était les deux intitulés, a siégé en tant que vice-présidente au sein de cet organisme pour influencer, il faut dire la vérité, pour influencer les armateurs, influencer le marché
sur ce qui est recommandé, parce que vous ne pouvez pas dire acheter du Traxens, hein, ce qui est recommandé sur tout le monde. Ce qui veut dire, pour finir un peu sur tout ça, en particulier sur les normes, parce que c'est que c'est un budget, mais que c'est un budget qui est positif. Ça peut vous apporter beaucoup. Il doit être intégré dans votre stratégie de business développement. Et nous, ça nous a apporté beaucoup. Ça nous a une visibilité énorme sur nos innovations et ce qu'on pouvait apporter au marché. Il faut être bien organisé. On ne part pas les mains dans les poches. Et puis, je pense que nous, on a eu la chance d'avoir cette personne qui s'appelait Anne Béchard, hein, qui est toujours chez Traxens. Mais il faut avoir une bonne personne. Ce n'est pas n'importe qui va aux douanes, qui se retourne aux douanes, par exemple, en 2018, face à IBM, à pitcher, hein, pour expliquer aux douanes ce qu'on peut faire sur le smart conteneur. Il faut une bonne personne qui connaisse les usages et coutumes de tout ça, l'innovation, la technologie et les normes, pour pouvoir vous représenter. Mais au final, c'est un pari gagnant. Traxens s'est positionné comme l'innovateur, comme celui qui a apporté la rupture dans la logistique et en particulier tout ce qui est connectivité et smart conteneur. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce témoignage très concret, très opérationnel et très illustrant. Le temps passe très vite, hein, donc on va forcément, avec Eric, écourter ce qu'on avait prévu sur la suite. La suite était de vous présenter des services d'accompagnement qui sont en phase avec tout ce que l'on vous a présenté, hein. Mais bon, là, je pense que vous savez que ces services sont accessibles par le biais de la French Tech. Les transparents, les slides qu'on vous aurez fait passer vous seront diffusés par la French Tech. Donc, Eric, si tu le veux bien, on fait carrément l'impasse là-dessus, simplement dire qu'on est à la disposition de tous les acteurs. Et on redonne la parole à Solène pour d'éventuelles questions qu'elle aurait vu passer pendant la présentation. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation et pour le témoignage. C'est toujours très, très riche d'avoir un retour terrain. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Moi, j'en ai d'ores et déjà quelques-unes. Ma première s'adresse à l'INPI. Je reviens sur le brevet provisoire qui, je pense, en intéressera plus d'un. Quelle couverture géographique a le brevet provisoire et si c'est que la France, est-ce qu'il en existe un à l'international et quel est son coût? Alors, effectivement, ça ne concerne que la France. Et comme son nom l'indique, c'est provisoire, hein. Donc, la protection ne s'opérera que s'il y a une mise en conformité selon vraiment le standard du brevet. Alors, est-ce qu'il y a des équivalents dans les autres pays? Je pourrais vous répondre plus précisément. Je pense que ça. Alors, je ne voudrais pas confondre avec les modèles d'utilité qu'on retrouve dans d'autres pays qui sont légèrement différents de ce qu'on peut faire au niveau des certificats d'utilité. Mais à ma connaissance, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Mais je pourrais préciser, vous donner plus d'informations. Ok, c'est très clair. Je vous remercie. Ma seconde question s'adresse à l'AFNOR cette fois-ci. J'imagine qu'il y a des normes qui sont en cours de rédaction auxquelles les startups du coup pourraient prendre part, on l'a vu. Comment retrouver ces groupes de travail? Est-ce qu'il y a un site qui les référence, groupes de travail qui se trouvent en France, mais aussi potentiellement qui se trouvent ailleurs? Alors, excellente question. Donc, il y a en effet un site qui s'appelle Norminfo. Donc, vous tapez Norminfo sur votre moteur de recherche préféré. Vous allez tomber sur une base de données qui, au travers de mots-clés que vous allez saisir, hein, des mots-clés qui font sens par rapport à votre projet, la base de données va vous faire remonter des références à des normes qui sont taguées avec ces mots-clés. Donc déjà, vous allez avoir un premier niveau d'information par le titre de la norme, de savoir sous quel angle est traitée la question. Et puis, comme on tire une ficelle, ce site est fait de telle façon que derrière la norme, on peut remonter à la structure qui a élaboré cette norme-là. Donc, quel est son périmètre, de quoi elle traite de façon plus globale, quels sont les acteurs qui ont déjà participé aux normes qui ont été publiées. Donc, est-ce qu'il y a nos petits copains, nos compétiteurs? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Voilà, c'est de l'intelligence économique. En plus de cette norme, qu'est-ce qu'ils ont déjà produit? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dans le pipe? Sur quoi ils sont en train de travailler? Et en effet, ça peut être
intéressant selon le niveau d'élaboration du document, de se dire il est encore temps d'agir, pour reprendre ce que disait Jérôme, ne pas être dans la défensive, mais être dans l'offensive. Hein, c'est véritablement ça. Voilà. Voilà. Donc, petite recommandation par rapport à ça, ne pas y aller la fleur au fusil. On est toujours une start-up et on rentre dans un écosystème qui, comme tout écosystème, a ses codes, ses usages, ses règles du jeu. Donc, de passer par l'AFNOR auparavant, qui va vous conseiller, qui va vous confirmer la pertinence de rentrer dans telle structure et de vous positionner de telle et telle façon, ça peut évidemment renforcer l'effet d'une action en ce sens. Très clair, merci beaucoup. J'ai une autre question qui concerne justement l'initiative, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, les normes émanent davantage d'entreprises indépendantes ou de groupements d'entreprises? Jérôme en a parlé, c'était un groupement d'armateurs, si je ne me trompe pas, dans votre cas. Et est-ce qu'on peut recommander du coup à une start-up de se lancer un petit peu toute seule dans une initiative de normalisation, ou est-ce qu'au contraire, on lui recommanderait plutôt de s'associer à un groupe déjà constitué? Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on va tout de suite parler, et on parlera toujours de tactique et de stratégie. Donc, l'idée, l'initiative, elle peut évidemment venir d'un seul acteur parce que plus innovant que les autres et en telle avance de phase que pour l'instant, il est seul au monde sur son norme. Il n'y a jamais aucune norme qui est faite avec un seul acteur. Donc là, quand il va se rapprocher de l'AFNOR, on va essayer de construire autour de cet acteur, à supposer qu'il soit véritablement seul pour l'instant, un espèce de noyau dur d'acteurs, de partenaires avec qui il travaille déjà, qui vont être dans la même philosophie ou dans le même état d'esprit et qui, en tout cas, veulent aller dans le même sens. Ceux qui s'opposeront, il n'y a pas de risque. On les retrouvera naturellement sur la route parce qu'ils viendront. Mais l'idée, c'est d'y aller avec le maximum de chances de réussite. Et un élément des chances de réussite, c'est pas d'y aller tout seul, comme j'ai dit tout à l'heure, la fleur au fusil, mais d'y aller accompagné par différents acteurs. Ça fait partie des services que l'on amène et qu'on n'a pas le temps d'expliciter. Voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, on est vraiment, comme l'a dit Jérôme, dans la conception de stratégie. Donc, qui dit stratégie, c'est-à-dire qu'on prend un peu de temps pour réfléchir avant d'agir et on passe à l'action une fois qu'on a vraiment, qu'on s'est posé les bonnes questions, qu'on a évalué les risques, les opportunités, les forces, les faiblesses. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, évidemment, on n'a plus beaucoup de temps parce qu'on a déjà dépassé l'horaire de quelques minutes. Une question portée sur l'accompagnement. Est-ce qu'il y avait, alors, à la fois à l'INPI ou à l'AFNOR, un accompagnement dédié aux startups? Et je crois que ça faisait partie de la suite de la présentation. Donc, je terminerai par une question à Jérôme. Sachez que cette présentation sera évidemment envoyée à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire et on vous transmettra également le lien pour la plateforme Franchise Centrale pour prendre rendez-vous avec l'AFNOR ou l'INPI. Jérôme, du coup, ma dernière question, comment vous qualifiez l'accompagnement de l'AFNOR et de l'INPI? Est-ce que c'est accessible? Parce que je pense qu'il y a aussi il y a beaucoup cette image qui est partagée parmi les startups que ce n'est pas forcément accessible à tous. Alors, moi, je crois qu'on se trompe. Voilà. Alors, c'est chronophage. Donc, il faut se réserver un temps pour discuter avec l'INPI, un temps pour discuter avec l'AFNOR et d'autres organismes, parce qu'il faut se mettre à la place du chef d'entreprise. Il doit aller voir BPI France, il va aller voir les incubateurs, il va aller voir les pépinières, il va voir le machin, et puis il doit aller voir aussi l'INPI, mais ça prend un temps, il faut le dire. Donc, il faut se réserver ce temps. Maintenant, c'est très facile. Moi, je dirais, si je dois résumer en un mot l'accueil de l'AFNOR et de l'INPI, comme celui de BPI France, c'est bienveillance. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis à l'endroit où on était une start-up, on n'était pas gros, hein, mais par exemple, ça a commencé avec l'INPI, ils nous ont proposé des formations. Moi, j'ai fait masterclass en 2015, voilà. Et puis, à l'intérieur de masterclass, on a fait un audit IP avec l'INPI. Puis après, je dirais, le CPI vient aussi derrière pour travailler sur la stratégie. Mais donc, on a été accompagné, mais je comprendre ce qu'il me disait. Et puis, derrière le CPI, il y a eu aussi un accompagnement pour nous expliquer, parce que c'est le rôle de l'INPI, je dirais, hein, ils sont très dans la formation aussi,
c'est qu'il était une marque. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est comme ça qu'on vous identifie. Pour l'AFNOR, c'est un peu différent parce que ils sont arrivés un peu après, mais c'est peut-être un peu différent. Mais moi, de ce que je retiens de l'AFNOR, c'est que notre démarche a été acceptée et au-delà d'accepter, même accompagnée. C'est-à-dire qu'on disait, il y a les grands groupes, il y a les petits groupes. Et ça a été pareil à l'UNCFAC, c'est qu'ils ont plutôt aimé peut-être le petit agitateur qui arrivait, qui apportait une innovation et qui apportait le futur. Alors, on cherchait à faire le futur de la logistique. Et donc, ils nous ont accompagnés. Et ça, c'était plutôt bien. C'était plutôt, je dirais, ça nous a facilité la tâche pour comprendre ce qu'on avait à faire et quel rôle on pouvait tenir au sein de l'AFNOR. Et puis, cette fameuse, je crois que c'est la TC 104, je ne sais plus. Voilà. Donc, ils ont créé cette commission, ce groupe de travail. Après, voilà, je retiens aussi, ça, il faut l'avoir, il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Nous, on a pris quelqu'un qui avait fait ça déjà dans les télécoms. Elle était chez Nortel avant, qui a aussi un doctorat, qui connaît bien la technologie, qui sait faire ça. Et puis, j'ai envie de dire, on s'est aperçu à un moment donné pour l'AFNOR notre limite. Être président d'une commission, c'est mettre aussi un secrétariat pour piloter tous les gens qui vont travailler dedans. Et ça, nous, on était trop petits. Bon, c'est le Bureau international des conteneurs qui a pris la présidence. Et puis, nous, on s'est mis, pas en vice-président, mais en animateur du projet, quoi. Donc, oui, moi, je dirais bienveillance et même accompagnement. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Voilà. Il faut prendre le temps de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire quand on crée la société. Ça part dans tous les sens. Mais il faut prendre le faire parce que ça peut donner des idées. Et ça peut aussi trouver l'accompagnement et puis nous adresser aux bonnes personnes pour après nous aider. Bon, bah, c'est parfait. On a un mot de la fin tout trouvé. Oui, Solène, je reviens sur ta question. Effectivement, les demandes provisoires existent depuis assez longtemps aux États-Unis. Alors, comme c'était un petit marché, je ne m'en souvenais plus, mais voilà, c'était pour répondre à la question. Juste un petit élément, Solène, pour en dire que le pendant d'Eric sur la région PACA à l'AFNOR s'appelle Olivier Constant. Moi, je ne vous ai pas dit d'où est-ce que je vous parlais, parce que je vous parle depuis Paris, donc je n'ai pas voulu créer le choc PSGOM. Voilà. Mais Olivier Constant est délégué régional. On est basé à Marseille, avenue du Prado. Donc, on est là, comme Eric, pour vous accueillir, pour vous accompagner. Il n'est pas là aujourd'hui, mais vous avez ses coordonnées. Voilà. Et on les transmettra de toute façon, ainsi que la plateforme. Un grand merci à vous trois. Merci Eric, Fabrice et Jérôme pour cette présentation qu'on n'a pas souvent. La brosse à dents et la carte à puce permettent de comprendre beaucoup plus facilement un sujet qui peut être complexe pour des personnes qui sont tout à fait novices. Et merci pour votre témoignage, Jérôme. De la même façon, c'est beaucoup plus clair. Je rappelle que du coup, je vais vous envoyer cette présentation à toutes les personnes qui se sont inscrites et celles qui ont pu participer sur Zoom et sur Facebook, puisqu'on avait aussi des personnes qui nous regardaient depuis cette plateforme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous transmettrai toutes les informations pour pouvoir recontacter les intervenants de l'AFNOR et de l'INPI. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.